On voulait vous montrer, pour commencer, un film très court qui est provocateur et rigolo. C'était juste une approche rigolote de tous les problèmes qui peuvent perturber un repas à l'hôpital. Et on sait que très vite, chez les patients, la dénutrition peut s'installer. Donc évidemment, c'est des situations caricaturales, hein, mais on ne voit jamais tout ça le même jour. Mais moi, j'ai déjà perturbé en tant que médecin en arrivant au moment où les patients mangeaient. Je pense que vous avez tous déjà vu au moins une des situations. Donc je pense qu'ils ont dû bien s'amuser quand ils ont tourné ce film. On voulait d'abord resituer avec vous ce que c'était la dénutrition.
Est-ce que vous avez quelques idées, des mots-clés? Pas forcément une définition précise, mais... Perte de poids, Ouais. perte d'appétit. L'insuffisance d'apport en nutriments. Oui, tout à fait. C'est déjà pas mal. Donc en fait, si on réfléchit à comment la dénutrition peut s'installer, elle résulte d'un déséquilibre entre les apports nutritifs, qu'ils soient d'origine alimentaire ou un soutien nutritionnel, entéral, parentéral, peu importe, et les besoins de l'organisme. Alors, déjà, juste une idée reçue qu'il faut balayer ici, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes besoins nutritionnels, déjà dans cette salle. A priori, on est tous en bonne santé, mais on n'a pas la même corpulence, le même sexe, la même activité physique, donc on n'a pas les mêmes besoins. Si en plus on est malade, la maladie ou l'intervention chirurgicale, le traumatisme, peu importe, peut modifier nos besoins. Donc on entend parfois dans les services, oh ben ce patient, il risque pas d'être dénutri, il mange bien, il mange plus que moi. Oui, mais moi, j'ai des besoins qui sont peut-être inférieurs à cette personne. Donc les besoins d'un patient, à un instant T, il faut les évaluer avant de décider que parce qu'il a fini son assiette une fois, il a couvert ses besoins. Donc ce déséquilibre fait que l'organisme, pour fonctionner, va quand même aller chercher de l'énergie, des protéines, des micronutriments dans les réserves. Donc on va entamer les réserves et on va perdre de la masse tissulaire. Et on va perdre de la masse grasse, ce qui n'est pas forcément très grave, mais on va perdre surtout et très rapidement de la masse maigre. Et donc ça, c'est grave parce que la masse maigre, elle est essentiellement représentée par le muscle. Alors le muscle, on en a besoin pour se mobiliser, pour respirer, pour faire marcher le tube digestif, pour déglutir. Et donc il y a des conséquences fonctionnelles qui sont très importantes. Donc si on prend notre petit hamster, quand il est en bonne santé, fait des poids et haltères et il tourne dans sa cage, et puis quand il est à l'hôpital, rien ne va plus et il fait dodo 24-24 et vous avez tous des patients que vous n'arrivez pas à tirer du lit et malgré l'intervention du kiné ou de l'éducateur sportif, on n'arrive pas à progresser parce qu'on n'a plus de réserve, on n'a plus d'énergie et il n'y a pas moyen d'avancer. Donc tout ça pour dire que la dénutrition, c'est pas seulement ce patient cachectique. On ne devrait plus en voir, on en voit encore parce qu'il y a des patients qui arrivent trop tard. On a malheureusement certaines situations pathologiques où on a beau nourrir le patient, il y a un tel emballement de l'organisme qu'on n'arrive pas à enrayer les choses. Mais la dénutrition, c'est pas seulement ça. Ça peut être cette petite dame âgée qui va aimer le petit thé gourmand, mais qui va laisser le steak de côté, qui va manger de moins en moins. On n'a pas le temps de voir pourquoi, mais il y a dans le vieillissement physiologique, sans même parler des personnes âgées malades, dans le vieillissement physiologique, il y a un tas de raisons qui font qu'on s'alimente moins. Ça peut aussi être cette jeune femme qui ne fait pas pitié, hein, elle a encore des formes, mais elle est en cours de chimiothérapie, comme en témoigne la perfusion et le fait qu'elle ait perdu ses cheveux. Elle a un traitement agressif pour son tube digestif, pour son corps, et elle est à risque de ne pas couvrir ses besoins et à risque de dénutrition. Ça peut aussi être une de ces personnes manifestement en surpoids qui, quand elle va avoir un traitement lourd, va, si on ne couvre pas ses besoins, et c'est encore plus difficile parce que les besoins sont plus importants que chez quelqu'un de plus mince, particulièrement en protéines. Donc si on ne couvre pas les besoins d'une personne en surpoids alors qu'elle est malade, elle va elle aussi perdre de la masse tissulaire. Et elle va perdre du gras, tout le monde sera content, mais elle va perdre aussi du muscle. Et on se retrouve dans la situation où on ne voit pas que le mouton est tout maigre parce qu'il a encore toute sa laine, mais quand on l'a tondu, on se rend compte. J'aurais pu mettre une photo de mon chien quand il sort du bain, c'est pareil. Donc, deuxième idée reçue à combattre, il est obèse, ça ne peut pas lui faire de mal d'avoir maigri. Stop, plus jamais ça. Un obèse peut être dénutri, et en général, la dénutrition est beaucoup plus grave parce qu'on la laisse s'installer, parce qu'on n'y pense pas, on ne le voit pas. Et parce que c'est beaucoup plus difficile de couvrir les besoins d'une personne en surpoids, puisque les besoins sont élevés. Même si quand on va le nourrir, on ne va pas le nourrir à hauteur de son surpoids, on va ramener l'IMC à un IMC plus raisonnable, mais malgré tout,
on va avoir besoin de beaucoup de calories et surtout beaucoup de protéines. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce déséquilibre? Soit on a une diminution des apports nutritionnels purs, la caricature c'est l'anorexie mentale, il n'y a pas de maladie à côté, c'est simplement une restriction en nutriments, et ou une augmentation des besoins. Dans certaines pathologies, on va avoir une augmentation des besoins en calories, des besoins en protéines et des besoins en micronutriments. Et ou une augmentation des pertes. Donc là, la caricature, c'est les brûlures, mais c'est aussi les dialysés, les personnes en réanimation, les personnes en chirurgie qui ont des fistules, les maladies digestives avec maldigestion, malabsorption, etc. Donc, quand l'organisme est agressé par une maladie ou un traumatisme, il va y avoir une anorexie centrale, c'est le cerveau qui dit à l'organisme qu'il n'a plus faim. Si on a à côté une augmentation des dépenses, une augmentation des pertes, la diminution des apports s'associe à ça et le déséquilibre est très important. Pour peu que ça soit donc un polytraumatisme, une maladie, une affection chirurgicale, une maladie inflammatoire, qu'elle soit aiguë ou chronique, il n'y a pas de mécanisme d'adaptation. Le corps n'arrive pas à s'adapter. Il n'arrive pas à se mettre à vivre au ralenti pour économiser ses réserves. Et donc il va y avoir une perte rapide de poids et surtout de masse maigre. Et donc ça peut être très grave. S'il y a une hypoprotidémie, il peut y avoir des œdèmes. Et donc la perte de poids ne va pas être aussi importante que s'il n'y avait pas d'œdème. Et donc ça va être un peu masqué. Ça peut donc être très vicieux. Ça peut mettre une semaine, 10 jours à s'installer à l'hôpital. Il faut donc aller très vite. Est-ce que c'est fréquent? Et qui est concerné? Tout le monde à l'hôpital. Tout le monde à l'hôpital est concerné. Et oui, c'est fréquent. Un adulte sur 3 entre dénutri à l'hôpital et en gériatrie, c'est un patient sur 2. Donc ça justifie qu'on s'en occupe. Alors, est-ce que l'état nutritionnel des patients peut s'aggraver à l'hôpital? Eh bien, malheureusement, oui. Dans 3 cas sur 4. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dénutri, on sort dénutri, on entre dénutri modéré, on sort dénutri sévère, on entre dénutri sévère, on meurt. Malheureusement, la dénutrition devient nosocomiale. Une preuve, donc cette enquête qui a été faite à la PHP, en 7 jours d'hospitalisation, on voit une perte de 1,5 d'IMC. Vous allez me dire 23,4, ça va encore, oui, mais il y a du muscle dedans. Dans les kilos perdus, dans l'IMC perdu, il y a du muscle. Alors pourquoi D'abord, si on ne dépiste pas, si on ne le voit pas, on ne risque pas d'arranger les choses. Et puis ensuite, il y a les problèmes de restauration. Donc ça, c'est les résultats d'une enquête qui est faite régulièrement dans tous les hôpitaux en Europe. C'est le jour de la nutrition. Alors moi, j'y ai jamais participé, on pourrait, parce que c'est très chronophage, il faut vraiment toute une logistique derrière, donc je ne l'ai jamais fait, mais on pourrait être dedans si on avait les bras pour le faire. Les patients en vert, c'est les patients qui ont tout mangé. Vous voyez, il y en a moins de la moitié. Les patients en gris clair, c'est ceux qui ont mangé la moitié. Les patients en gris un peu plus foncé, ici en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, sont les patients qui ont mangé le quart. En noir, ils n'ont rien mangé alors qu'ils auraient pu manger, on leur a apporté un plateau. Et en orange, ils n'ont rien mangé parce qu'ils étaient à jeun. Donc ceux-là, on va les mettre un peu de côté. Donc vous voyez, c'est fréquent. Quand même. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'inquiéter? Donc on a dit qu'on perdait du tissu et en particulier du muscle, donc vous imaginez bien que c'est grave. Donc il y a un risque d'infection, un risque d'escar. La mortalité globale augmente, les complications post-opératoires augmentent. Il n'y a pas un chirurgien actuellement censé qui va opérer quelqu'un qui est dénutri hors urgence horaire. Péritonite, on est obligé de l'opérer, le patient va mourir de sa péritonite. Mais même un cancer, on va prendre 10 jours, 15 jours pour nourrir le patient avant de l'opérer. Il ne faut pas que ça retarde trop la prise en charge du cancer, mais 10 jours de renutrition, ça suffit déjà à diminuer le risque de complications post-opératoires. Bon, il y a moins de muscles, donc le patient, il a une impotence fonctionnelle, il ne sort plus du lit, il ne sort plus du fauteuil. L'insuffisance respiratoire, en réa, il n'arrive pas à sevrer le patient du respirateur. Et puis forcément, comme il y a des complications et comme on a besoin de beaucoup plus de temps soignant pour s'occuper du patient, le coût de l'hospitalisation augmente, la durée de l'hospitalisation augmente et le nombre de prescriptions également. Et le patient, quand il sort,
s'il sort des nutris, il a plus de chances, enfin de risque, d'être réhospitalisé dans les semaines qui suivent. Là, vous avez notre tableau de tout à l'heure, et les patients en vert, ils sont ici tout en bas. Les patients en gris clair, ils sont là, gris plus foncé ici, et le noir, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien mangé alors qu'ils auraient dû manger, sont tout en haut. Et ici, vous avez le risque de décès. Les patients en orange, ils n'ont pas mangé parce qu'ils étaient à jeun. Dedans, il y a peut-être un patient qui est entré pour une ablation de matériel en traumato. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, eux, évidemment, ils redescendent. Donc, on voit bien que moins le patient mange à l'hôpital, et plus il a de risque de décès. Ici, le risque d'infection nosocomiale entre les non dénutris et les dénutritions sévères. Vous voyez, on passe de 4 à 14, donc il n'y a pas photo. La dénutrition sévère multiplie par 4 le risque de faire une infection à l'hôpital, indépendamment des autres paramètres qui sont la raison pour laquelle on est entré à l'hôpital. Ici, c'est le pourcentage de calories ingérées par rapport aux besoins. Donc c'est là, par exemple, ici la limite, c'est les patients qui mangent 70%. Et là, on a la probabilité d'infection nosocomiale. Et on voit bien que quand on mange de moins en moins, le risque d'infection nosocomiale augmente. Donc tout ça, c'est des façons différentes de vous montrer que les études sont toutes concordantes et que la dénutrition, c'est grave. Donc, il faut dépister systématiquement la dénutrition à l'entrée à l'hôpital. D'une manière globale, il faut dépister les troubles nutritionnels. Donc dedans, on va dépister du surpoids, on va dépister de l'obésité, mais on ne va pas s'en occuper pendant l'hospitalisation parce que c'est une prise en charge sur le long cours qui nécessite l'adhésion du patient. Donc on va l'adresser à l'équipe de Michel et il ne va pas maigrir le patient, on ne va pas lui faire changer ses habitudes sur la semaine ou les 10 jours d'hospitalisation. Par contre, la dénutrition, si on ne s'en occupe pas pendant l'hospitalisation, ce n'est pas une fois rentré à la maison que quelqu'un va s'en occuper. Donc il faut dépister, c'est urgent. Et tout le monde est concerné. Donc comment faire? Quand vous faites votre entretien d'accueil, les soignants, vous repérez les situations à risque de dénutrition, le patient tout seul, qui a perdu sa femme, qui n'a pas de prothèse dentaire, etc., qui a une maladie, qui est en cours de chimio. Tout ça, les situations à risque, on les dépiste. Ça va vite de demander au patient s'il a moins d'appétit avant d'entrer. Depuis combien de temps? Est-ce qu'il mangeait moins avant d'entrer? Quel est son poids habituel? Quelle est sa taille? Ensuite, on pèse. Quand le patient ne peut pas être pesé debout, ça peut être compliqué. Par contre, peser un patient en position debout, ça va vite et ça peut se faire facilement lors de cet entretien d'accueil. Mais croyez-moi, ce n'est pas fait systématiquement partout. Et ensuite, calculer la variation de poids. Le patient vous dit, je pesais 60 kg habituellement, vous le pesez à 55, il a perdu 5 kg. Donc ça peut être fait assez facilement. Et puis, on a notre feuille violette de recueil de données qui comporte toutes les cases, donc ça va vite à remplir. Ça n'existe pas encore sur l'informatique. Vous pouvez rentrer sur l'informatique le poids, la taille, il va vous calculer l'IMC, mais vous ne pourrez pas rentrer la perte de poids, vous ne pourrez pas rentrer la perte d'appétit. Donc pour l'instant, il faut continuer à renseigner cette feuille de macro-cible. De préférence au poids informatisé. Si on peut faire les deux, on fait les deux, mais on va mieux faire ça. Donc vous avez du matériel, des chaises de pesée, une par étage, un peson pour lève-malade. Et puis ensuite, si on détecte une perte de poids, un patient qui a moins d'appétit, un patient qui mange moins, eh bien il faut alerter. Alors en fonction des services dans lesquels vous travaillez, vous allez alerter directement la diététicienne, ou alors vous allez passer par le médecin, ça dépend des organisations. Et en tout cas, il faut absolument alerter le plus rapidement possible. Le rôle du diététicien, c'est d'affiner un petit peu l'évaluation pour donc chiffrer ce que le patient va manger et le calculer à la louche en calories, en grammes de protéines, estimer les besoins et puis faire la différence et voir comment on peut combler le déficit. Ensuite, fixer en accord évidemment avec le patient et avec l'équipe qui est responsable de sa prise en charge,
Les objectifs du soutien nutritionnel, ça n'a pas de sens de mettre une nutrition artificielle à quelqu'un qui est en soins palliatifs, qui est en fin de vie. Il n'y a pas d'objectif. Donc il faut que ça s'intègre au projet de thérapeutique du patient. Et à ce moment-là, on personnalise le soutien nutritionnel. En plus, nous, on a la chance ici de pouvoir suivre les patients après leur sortie en consultation quand c'est nécessaire. Voilà. Et dans l'équipe, il y a les orthophonistes. Je précise parce que, non, mais c'est vrai que si c'est un patient qui a des difficultés d'églutition, voilà, on travaille en collaboration avec les orthophonistes aussi. Donc, c'est assez prise en charge orale de la dénutrition, l'alimentation orale adaptée. Comment on fait ça en pratique? Alors, on adapte les menus au goût du patient. Ça, c'est déjà fait ici avec les aides-soignantes qui, en général, à l'entrée du patient, prennent les aversions et les préférences du patient pour l'inscrire dans le logiciel de repas, ainsi que les textures et le régime aussi, c'est dedans. Apporter une aide au repas si nécessaire. Bon, on l'a vu dans le film précédemment, la dame avait une mobilisation du bras et si c'était son bras dominant, forcément elle ne pouvait pas couper. Donc c'est des choses qui sont faites très rapidement pour pouvoir installer le patient et faire en sorte qu'il puisse manger correctement déjà à la base. Et puis après il y a l'environnement. Alors on parlait de Datami, donc ça c'est le logiciel de repas qu'il y a ici. Adapter le repas au goût et à la texture du patient, donc avec leur orthophoniste on a aussi des textures. Après, il y a aussi une adaptation des repas en dehors des troubles de déglutition. Si un patient effectivement n'a pas son appareil dentaire, ça c'est à savoir aussi dès le départ, ou s'il a trop maigri, son appareil peut être plus petit et du coup plus grand, je veux dire, et du coup il peut ne pas pouvoir mâcher correctement. Donc c'est des choses qu'il faut demander au niveau de la mastication. Parce qu'il y a assez de force aussi pour mastiquer, s'il faut adapter la texture au niveau des viandes, s'il faut passer en haché, mais ça ce sera plus dans ce cas-là côté confort. On n'a pas forcément besoin d'avoir l'orthophoniste si on n'a pas de trouble de déglutition, si c'est juste pour du confort au niveau des repas. Alors les modalités de l'alimentation. Un patient qui dit qu'il n'a pas d'appétit et qui est rassasié assez vite, ou on peut lui proposer l'alimentation fractionnée. Ça veut dire qu'il aura des collations dans la journée. Il aura ses repas principaux. Alors, je parle aux soignants, des aides-soignantes surtout, des fois en tant que diététicien on met des moitiés de repas. Ça peut arriver qu'on mette des demi-repas pour un patient dénutri. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des patients, dès qu'ils voient le plateau arriver, l'odeur, le fait que ce soit trop rempli sur le plateau, ça les écœure. Donc ça, faut pas vous étonner de voir qu'il y a des petites portions qui sont mises sur les plateaux, et à côté de ça, on propose des collations et on rajoute du fromage, des aliments qui sont un peu plus riches en protéines. Augmentation de l'apport protéique et calorique des plats sans en augmenter le volume, avec l'alimentation enrichie. On le fait souvent. Un patient qui a une dénutrition en protéines, on peut passer par du Protifar, qui est la poudre de protéines, qu'on ajoute à ses repas. Alors si c'est un mixé, du coup c'est un peu plus simple, on l'intègre directement dans le repas, mais si effectivement c'est quelqu'un qui a un repas normal, une texture normale, on met dans le yaourt. On peut peut-être le mettre aussi dans le bol du petit déjeuner s'il y a du lait, parce que ça trouble le café. Donc ça peut pas donner envie de boire son café quand il est troublé comme ça par le Protifar. On peut rajouter du beurre ou du fromage dans les repas. Alors, exemple de potage enrichi. C'est vrai qu'ayant travaillé longtemps en gériatrie, j'ai tendance à... Voilà, il y a beaucoup de personnes qui aiment le potage. En ce moment, ça sera peut-être plus la saison, mais bon, voilà. Potage enrichi, on rajoute facilement, on peut rajouter un carré de beurre. On peut mettre... J'ai une faute. Mettre 2 mesures de Protifar par repas. On peut aussi ajouter la crème de gruyère, c'est la vache qui rit. C'est parce que dans le logiciel de Datami, ça s'appelle comme ça, crème de gruyère. Donc, le potage qui à la base n'était pas enrichi faisait 120 kcal et 2 grammes de protéines. Et avec l'enrichissement, le carré de beurre, les 2 mesures de Protifar et la crème de gruyère, on arrive à 250 kcal. Donc on a apporté 130 kcal et 6,4 grammes de protéines. En sachant, on parle d'un potage normal, pas des... On peut effectivement passer sur le potage normal. On a ici des potages HPHC, mais j'ai des retours qui disent que les patients n'aiment pas forcément.
Voilà. Au court séjour, on peut faire moitié-moitié, c'est-à-dire prendre le potage du service, j'appelle ça le potage classique ou du service, le couper avec le potage enrichi, clean Nutraine, voilà, qu'on a ici. Et puis on peut aussi rajouter quand même le beurre pour le goût et le gruyère, la crème de gruyère. Alors on en arrive aux compléments nutritionnels oraux. Alors on va vous faire goûter. C'est prévu pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors c'est une prescription médicale, donc c'est vrai qu'on ne sera pas sur des desserts. Donc les compléments, vous avez du liquide, vous avez des crèmes, vous avez des jus de fruits. Ici on a aussi de la soupe en ce qui concerne le jus de fruits. Ça c'est plutôt calorique. On va apporter des calories avec un petit peu de protéines. Pour quelqu'un qui a besoin de prendre du poids mais qui au niveau de sa prise de sang de protéines, ça va. Après, on a, là, moi je vais prendre ça, on a la crème. Alors elle est pratique cette crème parce qu'elle peut être donnée aux personnes qui ont des troubles de déglutition et qui sont en lycée. Moi il m'est arrivé d'ajouter une cuillère d'eau dans, j'en avais une cuillère d'eau dans le complément pour avoir une texture un peu plus lisse et que ça reste moins en bouche aussi. Donc là on a 188 g de kilocalories et 11 g de protéines, c'est-à-dire un demi-steak haché. Ça c'est les crèmes. Ensuite on a... Ah, il m'en manque un, mais c'est pas grave. On a des bouteilles comme ça, en clean Nutraine, qui ont 20 g de protéines et 320 kilocalories. 20 g de protéines, une bouteille comme ça, ça va au niveau des 20 g de protéines, ça va permettre d'avoir un steak haché, on va dire. Donc pour des personnes qui ont besoin de beaucoup de protéines, c'est pas mal. Après on a le plus fort, 29 g de protéines, 400... C'est un nouveau produit. Hein. Alors, un produit lacté. C'est un produit lacté celui-là. Oui, ceux-là, ce sont des produits lactés. C'est ce qu'on utilise le plus souvent. Hein. 480 kilocalories. En sachant qu'un repas ici à l'hôpital, c'est entre 1800, le repas complet, je veux dire matin, midi et soir, c'est 1800 à 2000 kilocalories. Donc quand on donne des compléments, on en donne 2, en général. 3, ça remplace des repas. Or, c'est en complément du repas. D'accord ? Donc, il arrive qu'il y ait des patients qui ne mangent pas, vraiment pas beaucoup, et qu'on passe à de l'enrichissement plus des compléments. Et normalement, ça coupe l'appétit aussi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on est à 2 compléments. Ça coupe l'appétit, ça veut dire il se nourrit avec ça. Donc, ils vont manger de moins en moins. C'est pas qu'ils vont manger de moins en moins, ça veut dire aussi qu'il faudra qu'ils prennent c'est vrai que je ne l'ai pas dit, 2 heures avant les repas ou 2 heures après. D'accord ? Il faut que ce soit éloigné des repas pour que ce soit bénéfique. Sinon il ne mange plus son repas du midi. Donc quelqu'un qui a par exemple un demi-repas et qui a besoin d'avoir des compléments parce que les demi-repas ne lui suffisent pas, on lui propose des compléments 2 heures avant ou 2 heures après le repas. On peut le proposer aussi avant d'aller se coucher, ça arrive. Il y a des patients qui arrivent à prendre leurs compléments avant d'aller se coucher. Ça permet de diminuer le jeûne nocturne, hein, ce qui est bénéfique. Ce qui est important, c'est là c'est le médecin qui dit plutôt que la diététicienne, c'est que les compléments, c'est une prescription médicale. En ville, c'est délivré par le pharmacien. Ici, c'est aussi délivré par la pharmacie. Et sur ordonnance, en ville. C'est remboursé par la sécurité sociale. Donc c'est comme un médicament. Donc il faut faire attention à la prescription. Si le médecin a prescrit du Fortimel protéine sur les conseils de la diététicienne parce qu'elle avait un déficit calorique et protéique à combler et que c'est ce produit-là qui convenait, si on met un jus de fruits, vous voyez qu'on perd énormément de protéines, on perd aussi un petit peu de calories, mais on perd surtout énormément de protéines. Donc il faut faire attention. Un complément ne vaut pas forcément l'autre. Voilà. C'est pas un dessert. Après, moi j'ai vu aussi parfois, ça partait d'un bon sentiment, quelqu'un ramenait une crème protidique à une petite dame en hospitalisation en disant « Venez ma petite dame, je vous amène une bonne crème ». Et en fait, c'est pas aussi bon qu'une crème dessert. C'est un complément. Donc il faut aussi que les gens sachent
que c'est un Un médicament. médicament. Et s'ils savent que c'est un médicament, que c'est prescrit par le médecin pour augmenter leurs apports protéiques, pour se retaper plus vite, ils vont le prendre plus volontiers, même si c'est moins bon qu'une danette. Donc c'est important de positionner ces compléments non pas comme des collations, comme des desserts, mais comme des médicaments. Sur le tableau, vous avez la répartition en calories et en protéines, en glucides aussi, des compléments alimentaires qu'on sert ici à l'hôpital. Donc effectivement, l'alimentation, c'est un soin qui doit s'intégrer dans la prise en charge globale du patient. Alors on doit apporter à nos patients l'alimentation leur permettant de couvrir leurs besoins protéino-énergétiques. Le support nutritionnel fait entièrement partie du traitement de l'affection pour lequel le patient est hospitalisé et s'intègre dans le projet thérapeutique. Voilà. Merci. Donc ceux qui veulent déguster. Alors, vous pouvez effectivement poser vos questions pendant que je sers. J'ai une question concernant la rééducation. Vous aviez parlé des patients qui sont tellement dénutris, qui sont au lit, qui sont très fatigués. Est-ce qu'il y a une bonne posture à avoir? Parce qu'on sait qu'avec l'activité physique, ça va favoriser l'incorporation des nutriments dans les muscles. C'est ce qu'on veut. Il faut les deux. Il faut les deux. Mais de temps en temps, ils sont tellement fatigués. Est-ce qu'on doit d'abord attendre qu'il y ait un début de renutrition? Je pense qu'il faut s'adapter à ce que peut faire le patient. Dans un lit ou au fauteuil, on peut déjà faire des choses. Et donc y aller progressivement et puis ne pas dépasser, faut pas que le patient dépasse ses limites et qu'il soit trop fatigué. Mais c'est vrai que l'idéal c'est de commencer les deux en même temps. Parce que si nous on les nourrit alors qu'ils ne bougent pas, ils vont faire du gras, ils ne vont pas faire du muscle. Donc il faut les deux. Après vous êtes des professionnels. Vous savez jusqu'où vous pouvez aller avec le patient, vous savez quelle pathologie contre-indique telle chose, et donc vous pouvez vous adapter. C'est pas vraiment possible de marquer une pause dans la rééducation. Souvent, on entend encore, même les patients par exemple qui sont en cours de chimiothérapie, qui sont fatigués ou en convalescence après une intervention, ils sont souvent, eux ils sont fatigués, ils n'ont pas spécialement d'élan pour reprendre l'activité physique. Ils sont couvés par leur famille, ils laissent, je vais le faire, je vais t'aider, viens vivre à la maison, comme ça, plus de cuisine, plus de courses, etc. On met le lit au rez-de-chaussée parce que l'escalier est dangereux. Résultat, les gens ne font plus rien. Il y a encore des médecins et il y a beaucoup de gens dans leur entourage qui leur diront non, il faut te reposer. Et nous, en consultation de nutrition, on leur dit non, il faut bouger. Et quand ils sont vraiment pas assez bien pour bouger tout seuls, on fait des ordonnances de kinésithérapie, de renforcement musculaire, à moins qu'il y ait des programmes, mais là c'est plus à l'hôpital ou à SSR, qu'il y ait des programmes d'activité adaptée. Bon, il y a un patient que j'ai vu pour la énième fois ce matin, et qui dit pour la énième fois, il faut bouger. Il est arrivé en me disant qu'il faut diminuer ma nutrition. J'ai pris du ventre. Vous bougez, vous allez transformer votre ventre en muscle. On peut déjà, en utilisant Datamil, les fonctions de base de Datamil. En fait, Datamil, c'est une Rolls, et on l'utilise même pas comme une de chevaux, ni même comme un vélo. Déjà, il faut recueillir les aversions, pour ne pas donner des épinards à un patient qui ne les aime pas. Mettre à jour les aversions, parce que moi j'aime les épinards, mais je n'aime pas ceux de l'hôpital. De sel, je ne prends jamais d'épinards, je ne les aime pas. Donc, le patient peut dire j'aime les épinards, et puis finalement, quand il les a pour la première fois dans son assiette, il va dire bah non, ceux-là je les aime pas, donc il faut savoir aussi mettre à jour les aversions. Après, normalement, on doit faire choisir les patients. Alors c'est vrai que dans les équipes sur le terrain, vous n'avez pas forcément le temps, mais il y a plusieurs menus qui sont à disposition, et on peut faire choisir les patients pour ne pas leur imposer quelque chose qu'ils n'ont pas envie de manger. Donc déjà, en utilisant Datamil au maximum, on peut déjà limiter un petit peu les dégâts. Après, c'est sûr que la qualité organoleptique des repas hospitaliers, c'est comme à la cantine scolaire, c'est des repas qui sont faits pour des grandes échelles, ça ne peut pas être aussi bon qu'à la maison.
les patients en général, on a du mal des fois à savoir ce qu'ils mangent. Et il y a des patients qui ne sont pas capables de nous le dire. Donc la feuille de suivi alimentaire est très importante pour vous. Et quand il y a un complément qui est mis, alors ça aussi, quand il y a un complément qui est mis, on voit prescription d'un complément, il a eu 2 compléments nutritionnels, on ne sait pas lesquels. Alors du coup, on ne sait pas le parfum, parce que ça tombe, il est même que chocolat, et voilà. On ne sait pas quel complément il a eu, si c'était un jus de fruits, si c'était un lacté, si c'était une crème. Donc ça, c'est important aussi pour nous d'avoir... En fait, plus vite on a les renseignements, plus vite on peut prendre en charge le patient aussi. Hein. Des fois, on tourne un petit peu, savoir qui a vu le patient, et qui sait s'il a pris son complément, s'il ne l'a pas pris. Donc voilà, c'est bien aussi de le mettre sur la feuille de suivi nutritionnel qu'il y a dans la chambre. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est en vente libre ou pas ça, non? Non, pardon. C'est prescription médicale, remboursée sécu en pharmacie. J'ai pas pris chocolat volontairement, parce que bon, en général, il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment le chocolat. Mais voilà, ça permet déjà de vous de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme complément. Et puis après, les patients qui n'aiment pas, alors, certains d'entre vous ont aimé, d'autres pas, on n'a pas tous les mêmes goûts, mais vous voyez bien globalement, on arrive toujours à trouver quelque chose qui plaît. C'est pas... Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, c'est pas bon ». C'est peut-être à la longue, c'est avec mais alors, voilà, la compliance au bout de plusieurs semaines a tendance à diminuer. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment dire aux patients que c'est un médicament, hein, et pas un dessert. Et puis, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, moi je vais peut-être aimer le chocolat et pas la vanille, et vous l'inverse, mais les traitements des patients et la maladie peuvent entraîner des distorsions du goût. Oui. Hein, et donc ce qu'ils aimaient il y a 15 jours, parfois ils ne l'aiment plus. Et il peut y avoir vraiment ce qu'on appelle la dysgeusie, c'est-à-dire des goûts vraiment très très désagréables. Alors c'est valable pour les aliments de tous les jours et c'est valable aussi pour les compléments. Donc ça peut rendre les choses compliquées. Il y a aussi le fait de mettre des médicaments dans les repas mixés. Écraser le médicament, le mettre dans le repas mixé. Alors c'est bien quand on le met sur un côté pour pouvoir faire une seule cuillère. Et alors, est-ce qu'on le met au début, on fait goûter au patient son médicament, on le fait prendre, et après il se dit le repas n'est pas bon et du coup il ne mange pas son repas mixé? Normalement, un médicament, ça ne se met pas dans un repas, parce que ça peut altérer la disponibilité du médicament. J'ai déjà constaté que ça a déjà été fait, donc après... Même dans le gélifié. Pareil, tous ces compléments, il faut demander si les personnes aiment frais ou pas. Souvent, s'ils ne sont pas frais, ils sont moins appréciés. Après, les chocolats café peuvent être chauffés. D'ailleurs, en gériatrie, ils sont souvent utilisés par les aides-soignantes pour faire des panades le matin. Exactement, j'en ai pas parlé, mais effectivement, on peut très bien prendre des biscuits. On n'a pas fait, j'ai fait le potage, mais on aurait pu faire la panade effectivement du matin. Café, un complément au café avec les biscuits. Bien sûr, les biscuits, on les fait fondre un peu dans un peu de lait chaud pour dire, parce que quand c'est froid, ça ne marche pas. Même chauffer le Clinutrène, ça ne va pas prendre, en fait, il n'y a pas assez de lait. On peut mettre un complément, oui, un peu de lait, oui, tout à fait. Et du coup, on peut enrichir, vachement enrichir. Moi, j'ai déjà vu des panades avec la confiture, sans complément, panade, confiture, beurre et du lait. Alors, on a aussi maintenant à l'hôpital un conditionnement en litres. Oui. Donc c'est un complément HPHC. Nature. Nature, neutre, donc au goût de lait. On peut mettre dans les purées ou dans... Et donc il peut être utilisé pour les résidences, les SSR. C'est des grands bouteilles? Oui. 1 litre. Là, c'est la soupe. Et puis ici, maintenant, on a des biscuits. Ils sont par 3. C'est l'autre 3, je crois. Oui. 3, ça équivaut à un HPHC de 200 ml. Et ça, on peut avoir sur l'hôpital? Ça équivaut. Mais c'est la diététicienne du coup qui... Oui. Voilà, parce que ceux-là, on les a pas dans les services. C'est vraiment pour les patients qui n'aiment pas les compléments. C'est bien les biscuits. En dialyse, j'ai eu des patients qui prenaient des biscuits plutôt que... Parce qu'en dialyse, ils sont de toute façon dénutris. La plupart, hein, vraiment. Et c'est vrai qu'ils ont l'habitude d'avoir cela. Et au long cours, ce qu'on disait tout à l'heure, ils se lassent. Ils sont même écœurés, il faut dire carrément. Donc du coup, il y en a certains qui préfèrent avoir les biscuits, pas tous. Et puis ça, au domicile, c'est pas mal aussi. Ça en neutre. même
Les mêmes taux en protéines C'est un conditionnement 3 au litre au lieu d'un conditionnement. Ah oui, Ah non, les biscuits, Oui, 3 les biscuits. biscuits, il faut 3 biscuits pour avoir un un- lacté de 200 ml. Et c'est des biscuits, il y a enfin, c'est là que je vois pas bien de loin. Donc ici, là, c'est fourré à la framboise. Ah, c'est bien. Au pruneau. Ou au pruneau, Au chocolat. ou au en chocolat. pharmacie aussi, ça En pharmacie aussi. Donc il arrive qu'on prescrive à un patient qui a constaté des nutries ici, qu'on prescrive pour la sortie. Moi j'ai encore juste une question. Oui. La notion d'albumine et préalbumine, c'est ce que vous demandez. Alors, on peut doser l'albumine et la préalbumine pour aider au diagnostic de dénutrition. Il y a plusieurs écueils. D'abord, il faut qu'il n'y ait pas de syndrome inflammatoire, parce que ça dégringole en cas de syndrome inflammatoire. Si au contraire le patient est concentré, déshydraté, ça va avoir tendance à être faussement normal, alors que dès qu'on l'a réhydraté, ça diminue. Les valeurs ne sont pas les mêmes, enfin, les seuils de pathologiques ne sont pas les mêmes chez l'insuffisant rénal et le non-insuffisant rénal. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte pour les interpréter. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'albumine a une demi-vie dans l'organisme qui est de 3 semaines environ. Donc ça ne sert à rien de la doser toutes les semaines parce que même si le patient va mieux, elle restera basse parce que le patient n'en aura pas encore refabriqué. Alors que la préalbumine, c'est 48 heures. Donc la faire toutes les semaines, ça peut avoir un sens. Maintenant, moi je dis toujours, on soigne un patient et pas une prise de sang. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas souvent demander de biologiste, sauf quand j'en ai besoin pour appuyer un peu mon diagnostic. L'albumine, c'est une hypoalbuminémie, c'est un marqueur de gravité de l'état du patient, dont la dénutrition fait partie, mais ce n'est pas un marqueur uniquement nutritionnel. Un patient qui a un sepsis grave, qui a été opéré, il va avoir une albumine très grave, donc il a un gros risque nutritionnel, mais l'hypoalbuminémie de ce patient ne reflète pas uniquement son état nutritionnel. Donc, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est de ne pas avoir de poids et d'avoir 3 albumines dans un séchage. On insiste vraiment sur le poids. C'est pour ça qu'on ne vous en a pas parlé, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et qu'on voulait vraiment axer sur la clinique. Mais c'est bien que vous ayez posé la question, parce que ça permet du coup de le dire. Et en ce qui concerne le poids, du coup, je rebondis parce que c'était une information finalement importante. Quand on avait vu la fiche qu'on utilise, la fiche violette, c'est d'indiquer si c'est un poids pesé ou déclaré. Parce que parfois, le patient lui demande son poids, on le note sur cette fiche, et en fait, c'est pas... C'est un poids qui n'est pas réel. Donc on sait que dans certaines situations, on ne peut pas peser le patient, et à ce moment-là, il faut le mettre dans la case déclarée. Quitte à ce qu'on mette un petit dé, Ça, c'est parenthèse. Non, il y a une case. Il y a une case. Il y a une case déclarée. Il y a une case poids déclaré. Si Poids poser poids estimé. Poser impossible, pourquoi, et poids estimé, poids déclaré. Est-ce que c'est à ça que vous attendiez en arrivant ici? À peu près, c'est conforme à ce que vous imaginez apprendre. Avec la petite dégustation en plus, et encore. Bon, après, le temps est court. On aurait pu faire les banales dans les faire. C'est bien.